l'observation que je suis sûr vous avez faite et que j'ai fait depuis longtemps, c'est que l'échelle de temps de l'action politique en démocratie médiatique est extrêmement raccourcie. Il m'est arrivé d'écrire il y a longtemps que la Chine, et Dieu sait que je n'envie pas le système politique de la Chine, que la Chine réfléchissait à 30 ans et nous, parfois, à 30 jours. Tant la pression de l'actualité, des chaînes de télévision continues, des articles de journaux, des sondages, des réseaux sociaux, tant cette pression est forte et irrésistible. Assez souvent, quand vous êtes en situation de responsabilité et que vous êtes à l'instant jugé par ces instruments divers, mis en cause, ciblés, naturellement, votre préoccupation, elle est d'améliorer votre situation immédiate vis-à-vis de l'opinion, de faire que vos concitoyens aient la meilleure opinion de vous, de sorte que jamais la phrase célèbre de la Constitution, gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, n'a été en réalité aussi vraie. Mais évidemment, la pression de l'instant, elle détourne les responsables publics de réfléchir au vrai horizon de leur action, à la vraie échelle de temps de leur action. Et c'est la raison pour laquelle, depuis longtemps, j'ai plaidé pour qu'on fasse renaître au sein de nos institutions cette idée de plan. J'ai repris le mot de Jean Monnet, mais enfin de Charles de Gaulle sur Jean Monnet, de Gaulle sur Jean Monnet. Mais naturellement, c'est plus le plan contraignant qu'on a pu imaginer ou voir naître en Union soviétique ou qu'on voit aujourd'hui se dérouler en Chine. Le plan à 30 ans, je suis sûr que vous êtes intéressé au plan à 30 ans de la Chine. C'est un document qui n'est pas seulement une réflexion, qui est une décision sur des objectifs chiffrés à remplir avec une échelle de temps absolument fixée. Donc voilà notre sujet. Alors pendant très longtemps, cette idée a été une idée très minoritaire. Et puis l'épidémie, en tout cas le premier acte de l'épidémie, a prouvé que, faute d'avoir réfléchi à ce terme, nous n'étions pas prêts. Et on s'est trouvé, comme vous le savez, menacé de rupture de médicaments essentiels, de médicaments pour l'anesthésie, d'anti-inflammatoires, d'antibiotiques et de molécules aussi répandues que le Doliprane, par exemple, le paracétamol. Et donc ça a été une prise de conscience. Ça a été une prise de conscience pour les Français qui ont découvert stupéfaits cette dépendance. Ce qui prouve que les mots qu'on répète à longueur de temps, que moi j'avais l'impression de répéter à longueur de temps depuis longtemps, ne sont pas toujours entendus. Mais cette dépendance était évidemment une limite à l'idéal de souveraineté qui est le nôtre et simplement à ce qu'on doit aux citoyens. Et donc, à cette époque, le président de la République a dit qu'il fallait, au fond, qu'on remette ces sujets à l'ordre du jour, et il m'a donc confié. J'avais plaidé depuis longtemps, j'avais aucune idée que ce serait moi, hein, je vous assure. Moi, je me voyais plutôt dans une autre fonction à l'époque. Et donc, le président de la République m'a dit, mais vous allez le faire. Alors, nous avons conduit des réflexions depuis le moment où on a été installé, dont un certain nombre ont fait un peu de bruit. Bienvenue. La première, c'est une réflexion sur le sujet « Et si le Covid durait ?» C'est la seule qui a été produite en Europe à cette époque, et d'ailleurs, j'en ai pas vu depuis souvent.
parce que notre intuition, c'est que cette épidémie changeait en profondeur un certain nombre de données et de tendances lourdes de la société dans laquelle nous vivons. Par exemple, le fait que nous soyons une société qui a assis son développement depuis plus de 100 ans sur la croissance exponentielle des échanges et l'élargissement exponentiel de l'espace pour ces échanges, qui a tant profité à l'Extrême-Orient, à la Chine, à l'Inde, etc. L'attente de l'opinion sur des périmètres d'échanges plus réduits, c'est une donnée qui va jouer un rôle très important. De la même manière, il y a un certain nombre de choses qui, moi, nous ont frappés depuis le début, qui sont le changement des modes de vie, des habitudes, le fait qu'on ne s'embrasse plus, alors que tout le monde s'embrassait, qu'on ne se visite plus, qu'on ne voyage plus pendant toute cette période. Le fait que les grandes unités urbaines, je suis certain que ça vous a frappé aussi, les grandes unités urbaines sont suscitent plus d'inquiétude et de suspicion, alors qu'autrefois elles étaient une attraction formidable, mais d'autres territoires, avec moins de pression démographique, vont eux devenir plus attractifs. Tout ça, c'était le premier grand sujet de réflexion, parce que nous croyons, ou nous avons avancé l'idée, que ça n'était pas seulement du point de vue économique, du point de vue des échanges, du point de vue des modes de vie, mais qu'il y avait là quelque chose qui changeait du point de vue anthropologique. Nous vivions dans un univers où les êtres humains, au féminin et au masculin, étaient en réalité dans une confiance absolue les uns avec les autres. Et l'épidémie, tout d'un coup, elle crée quelque chose comme une précaution, une réticence, un soupçon, quelque chose de cet ordre. Le fait, vous le savez bien, qu'aujourd'hui, la première question quand on rencontre quelqu'un, c'est « est-ce que vous êtes vacciné ?» Et d'ailleurs, on n'y a pas manqué quand je suis entré dans la salle, nous nous sommes adressés les uns aux autres cette question. Tout ça, c'est parce que si vous n'êtes pas vacciné, alors d'ici quelques mois, probablement des questions se poseront. Donc le pass sanitaire, enfin tout ce que nous devinons, ça c'était le premier sujet de préoccupation. Après, on s'est intéressé à l'interruption de ces circuits de distribution de médicaments et d'approvisionnement et de production et de fabrication et quels étaient les grands secteurs qui sont des secteurs de souveraineté, et quelle réflexion peut susciter le fait que pendant 30 ans on a laissé filer tout ça, qu'un pays comme le nôtre, réputé grand pays industriel, grand pays pharmaceutique, grand pays développé, grand pays médical, grand pays technologique, que ce grand pays ait laissé en réalité pendant 30 ans, ce qui fait que personne ne peut faire de procès à personne, pendant 30 ans, ou en tout cas ne peut se limiter à un procès. Pendant 30 ans, on a laissé peu à peu filer et déménager, comme si s'était introduite dans les esprits l'idée, je ne veux pas employer le mot ultralibéral parce qu'il est trop simpliste, mais l'idée que, s'agissant en particulier de l'économie, l'intérêt général n'était pas autre chose que la somme des intérêts particuliers des entreprises. Qu'il suffisait de laisser décider les entreprises et que l'intérêt général serait satisfait. Et c'est ainsi, je ne vais pas le dire devant vous parce que vous connaissez ça aussi bien que moi et mieux peut-être, l'idée que de très grands secteurs
technologique nous est complètement échappé. Finalement, avec l'assentiment implicite de tout le monde et des pouvoirs publics en particulier. Pour moi, c'est une très grande question sur laquelle nous sommes revenus dans d'autres études. Par exemple, nous avons fait une étude sur la dette, je vous entendais dire que vous alliez vous y intéresser aussi, où nous avons distingué deux sortes de dettes. La dette liée directement à l'épidémie de Covid. Comme grammairien, j'emploie le terme Covid au masculin, parce que le mot disease en anglais est un mot neutre, c'est pas un mot féminin. Donc, en dépit des injonctions, je défends l'idée qu'on a le droit de dire Covid au masculin. Et donc, cette épidémie-là, elle a induit un certain nombre de dépenses de soutien au pays, aux familles, aux individus, aux entreprises, à l'activité. Et j'ai qualifié cette dette de guerre. Il y a des moments lorsqu'un pays est attaqué, il n'a pas d'autre choix que de s'endetter, d'emprunter pour se défendre, pour acheter des armes, pour soutenir les industries dirigées vers la guerre, ce que tous les pays ont fait, et le nôtre en particulier. Mais il y a une deuxième dette qui me paraît absolument nécessaire et indispensable de préparer, d'envisager, de réfléchir, c'est la dette liée à ce qui me paraît vital, c'est-à-dire la reconquête de la production. N'est-ce pas, si on regarde ce qu'est la France est un pays qui est bâti, on dit classiquement, autour d'une langue et d'un État, ce qui est absolument vrai, mais en réalité, quand on regarde la situation de la France, c'est un pays qui est bâti autour de son contrat social, de la solidarité qu'on se doit les uns aux autres, à tous les moments de la vie. Or, la question qui se pose en face de ce contrat social, qui s'est montré encore dans cette crise, je crois qu'on peut dire le plus généreux au monde, la question qui se pose, c'est sa soutenabilité. Est-ce que nous avons les moyens de le financer ? Et si nous voulons le financer, alors il faut que on se lance dans une entreprise de tout premier plan, qui est la reconquête des secteurs de production que nous avons abandonnés. Parce que là réside l'emploi, la création de richesses, la création des ressources qui permettent de soutenir le contrat social. Or, le grand investissement qui est nécessaire, que nous n'avons pas fait depuis des décennies, car il y a des décennies que l'État français emprunte pour le fonctionnement, mais pas pour l'investissement. C'est, comme vous savez bien, de ce point de vue-là, un déséquilibre absolument incroyable pour des gestionnaires. Les gestionnaires de collectivités locales que nous sommes ou avons été les uns et les autres sont effarés quand ils voient le déséquilibre entre fonctionnement et investissement dans les emprunts de l'État. Et donc j'ai dit qu'après la dette de guerre, quand nous sortirions de l'épidémie, alors il fallait envisager un plan Marshall. J'ai utilisé l'expression de l'après-deuxième guerre mondiale, sauf que le plan Marshall était financé par des crédits américains et largement au bénéfice des Américains, mais que nous devions avoir des investissements qui seraient financés par notre propre effort, et nous proposions qu'on puisse avoir un différé d'amortissement de 10 ans, de manière qu'on puisse se lancer avec confiance dans la nécessité de rétablissement, de reconquête de notre appareil productif, industriel, agricole, et tout ce qui tourne autour de l'agroalimentaire. Je pense évidemment aux ressources halieutiques aussi, et de services.
et que ce grand chapitre de l'action nationale devait être envisagé. Dans notre rapport, nous avions dit un peu à la louche, j'allais dire, qu'il faudrait 250 milliards pour se lancer dans ce travail-là. Depuis sont sortis les chiffres des États-Unis, puisque Biden a décidé de mettre 2200 milliards de plus. Et si vous rapportez à la dimension des économies, on est dans l'ordre de grandeur de ce que nous avions évalué nous-mêmes. Ça, c'était le sujet de préoccupation. Nous sommes passés ensuite, toujours dans la fidélité à la mission qui est fixée par le décret, la lettre de mission que vous avez rappelé. Comment identifier les grands sujets d'avenir dont personne ne se préoccupe et dont pourtant notre avenir dépend, la vie de la nation dépend. Nous sommes passés à l'énergie pour observer que il y avait beaucoup de discours autour de la décarbonation à juste titre. Si l'on considère que l'émission de gaz à effet de serre est la donnée fondamentale aujourd'hui de ce que l'humanité doit affronter en matière de changement climatique, et s'il est important de baisser les émissions de gaz à effet de serre, comme nous nous y sommes engagés dans des accords internationaux, alors ça veut dire qu'il faut se préoccuper de la production d'énergie décarbonée et que ça va être le grand sujet des années qui viennent. Et le grand sujet, il se traduit extrêmement simplement pour toutes les familles, c'est que tous les instituts, toutes les commissions nationales et internationales disent que le point d'inflexion, c'est une utilisation beaucoup plus large de l'électricité. Électricité pour la mobilité. La présidente de la commission, comment s'appelle la commission le Haut Conseil pour le climat dit qu'il faut électrifier toutes les voitures individuelles d'ici à 20 ans. Et la même réflexion s'applique dans les autres pays. Alors s'il faut électrifier toutes les voitures individuelles, s'il faut s'occuper des transports en commun, j'ai créé à Pau la première ligne au monde de transport en commun, BHNS à hydrogène. Ça marche très bien. Mais ça pose évidemment des questions de production de l'électricité qui doit être verte. Enfin, qui doit être sans émission de gaz à effet de serre, décarbonée. Et donc, cette question-là, plus le chauffage des logements, ayant en tête que l'électricité, c'est en effet le seul moyen de ne pas émettre de gaz à effet de serre là où elle est utilisée, mais encore faut-il que la production de cette électricité soit elle-même respectueuse de nos engagements de décarbonation. Et donc, ça conduit à peu près tout le monde à dire il faut développer des énergies renouvelables. Alors, ce n'est pas sans problème, éolien, solaire et toutes ces choses-là. Mais il y a une contrainte qui devrait guider notre réflexion, c'est que la production d'énergie électrique renouvelable n'est pas pilotable. Elle dépend du soleil et du vent. Un peu, heureusement, de l'hydroélectricité, qui, elle, est pilotable, quand même 12%. Donc, mais à une production d'électricité non pilotable, il faut équilibrer par une production d'électricité pilotable. Et la seule production d'électricité pilotable qui puisse être proposée dans des proportions suffisantes, c'est l'énergie nucléaire, décarbonée. Cette énergie nucléaire, elle dépend de décisions à prendre aujourd'hui si l'on veut qu'elle s'applique dans 25 ans. On est en plein dans la préoccupation du long terme qui est la nôtre. Or, ces décisions ne sont pas prises et elles sont urgentes.
Parce que, comme vous le savez, vous avez étudié ça surabondamment, toutes les projections indiquent qu'on va se trouver d'ici 25 à 30 ans, peut-être à peine un peu plus longtemps si on prolonge la vie des centrales nucléaires existantes qui, pour la plupart, ont été inaugurées dans les années 80. Décision prise dans les années 70, sous Giscard, inauguration dans les années 80 par Mitterrand. Et elles sont, comme vous savez, des dizaines. Et donc, si nous ne faisons rien, on va se trouver devant ce que les spécialistes appellent un effet falaise, c'est-à-dire un effondrement brutal de notre capacité à produire de l'énergie, à produire de l'électricité décarbonée par le nucléaire. Si nous n'avons pas pris les décisions à temps, ça veut dire que nous allons être obligés de réémettre des gaz à effet de serre en créant des centrales au gaz, au charbon, au pétrole, tout ce que nous savons. Et donc là, il y a un énorme travail à conduire, ce qui veut dire qu'il faut que nous acceptions de regarder en face les données qui sont des données de réalité, de données chiffrées. Et puis, nous sommes passés, conformément au décret que vous avez lu, aux questions démographiques, parce que ça aussi, ce sont des questions de long terme, pour signaler que la France, qui était jusqu'à maintenant le premier pays au monde, le premier pays en Europe, excusez-moi, par le dynamisme démographique, se trouve aujourd'hui devant un fléchissement, et que comme c'est pas du tout, au contraire de ce que disent un certain nombre de gens, un fléchissement conjoncturel, mais un fléchissement qui date de 6 ou 7 ans. Et je crois que les décisions qui ont été prises sous le gouvernement, les gouvernements de François Hollande concernant par exemple les allocations familiales, etc., ont joué un rôle. Mystérieux, pas facile à décrire, mais il se trouve que c'est absolument concomitant du fléchissement. Alors cette réflexion sur la démographie, sur le dynamisme démographique de la France, sur le dynamisme démographique de l'Europe, le contraste étant incroyable entre les pays développés où la démographie fléchit et de l'Afghanistan à l'Afrique, où la démographie est au contraire extrêmement vigoureuse. Certains affirment que la population africaine va être multipliée par 2. Les chercheurs disent que c'est certain, multiplié par 2 à horizon de 25 ans, et peut-être par 3 dans les 20 années suivantes. Et vous ne pouvez pas avoir dans le monde et sur la planète un déséquilibre aussi important entre des zones qui sont des zones supposées de prospérité et des zones de pauvreté, les zones de pauvreté ayant une démographie vigoureuse et explosive parfois, et nos pays développés étant en situation de fléchissement démographique. Et tout cela implique une réflexion sur la politique familiale en particulier, puisque tout le monde a remarqué depuis longtemps que c'est évidemment la situation faite aux mères de famille qui commande en partie la démographie du pays. La France a eu la démographie la plus vigoureuse parce que c'était les femmes françaises qui travaillaient le plus. Donc la conciliation entre l'activité professionnelle et le choix familial d'avoir des enfants, ce qui veut dire plusieurs choses, ce qui veut dire l'accueil de l'enfant, les crèches, les assistantes maternelles, l'effort pour favoriser ou pour faciliter la vie professionnelle en même temps que la vie de mère de famille, la garantie qui devrait être apportée aux femmes que leur carrière sera protégée, y compris si elles font le choix d'avoir des enfants, ce qui induit des changements assez profonds dans l'entreprise et dans l'esprit de l'entreprise. Et puis finalement, la clé fondamentale, c'est un certain optimisme du pays. Est-ce que nous partageons une vision optimiste de l'avenir, ou est-ce qu'au contraire nous sommes dans une vision pessimiste
Et on voit que la vision pessimiste signifie un fléchissement de la démographie. Tout le monde a les esprits simples pensaient que le confinement favoriserait la procréation et qu'on allait avoir un baby-boom dû au premier confinement. Ils se sont aperçus que c'était exactement le contraire, que l'inquiétude sur la situation du pays induisait au contraire une prudence, une réticence, et que, au contraire, le choix d'avoir des enfants, quelle que soit la forme de la famille et du couple, s'il y a couple, est au contraire dépendant du facteur optimisme de la société. Et donc, c'est sur cela qu'a porté le travail dont vous avez entendu parler cette semaine, qui a lui aussi fait susciter des questions, des reportages sans nombre, des interventions diverses et variées, et sur lesquelles je serai naturellement content de répondre aussi sur quelques-uns de ces sujets et d'autres. Vous avez des réflexions. On va avoir les travaux qui viennent, un travail sur l'innovation en matière de santé. On va faire la cartographie des médicaments et des comment on dit, procédés, dispositifs médicaux, comme on dit aujourd'hui. Qu'est-ce qui dépend du reste du monde et qu'est-ce qui pourrait être, si nous sommes puisque nous sommes au niveau technologique pertinent, qu'est-ce qui pourrait être à nouveau produit chez nous? On va cartographier notre vulnérabilité en matière de médicaments. Ce travail a commencé. On va s'occuper de l'eau. On va s'occuper de la reconquête sous l'angle des secteurs que nous avons désertés, qu'on va essayer de repérer. Voilà nos prochains travaux. Vous m'aviez demandé, ou fait dans votre invitation, de vous parler un moment des moyens du commissariat au plan. Les moyens sont très simples, même si vous ne le croyez pas, alors je vais quand même le dire. Le commissariat au plan, c'est 7 équivalents temps plein. Et demi. Voilà, 7 équivalents temps plein. Quant au commissaire, il est bénévole intégralement. Il a choisi d'être bénévole intégralement. Ni salaire, ni indemnité, ni note de frais, ni voyage, ni voiture, ni chauffeur, ni secrétariat. Alors vous me direz que c'est absurde. Je suis assez près, ma femme aussi, mais à considérer que vous auriez raison. Mais j'ai fait ce choix pour une raison très précise. C'est que l'époque que nous vivons est tellement focalisée sur les privilèges, les avantages, les questions des facilités, qu'il m'a semblé que si je faisais un autre choix, et on l'a vu pour d'autres hauts commissaires dans d'autres fonctions, si je faisais un autre choix, la forme de cette question des moyens empêcherait d'entendre le fond des choses. Il y a même des collègues à vous qui ont fait des questions écrites pour s'émouvoir de ces moyens et de cette gabegie. Alors, c'est plus facile pour moi de répondre en répondant 0. Voilà les questions l'introduction que je voulais faire autour de ce constat que nous faisons le même métier. Et alors, un mot peut-être sur la manière de procéder. On a observé depuis très longtemps que les rapports étaient innombrables. Le nombre d'institutions qui produisent des rapports documentés, sérieux, sur tous les sujets, c'est foison. Simplement, on n'en fait jamais rien.
les commissions des assemblées, le Conseil économique et social, les think tanks divers et variés, tout cela produit des sommes. Or, c'est une mine abandonnée, c'est une mine qui n'est pas mise en exploitation. Et nous avons fait le choix de les mettre en exploitation. Alors, naturellement, je dispose, en tant que de besoin, de France Stratégie et des administrations de l'État. Mais il se trouve que je pense que la réflexion et la capacité à dégager une ligne stratégique sur tous les sujets à partir des faits quand ils ne sont pas contestables me paraît une démarche plus politique et plus forte, à condition qu'on soit capable de la relayer auprès de l'opinion. Et vous avez vu ce qu'il en était. Donc, comme vous l'avez souligné, nous sommes en contact régulier avec les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et je vais devant le Conseil économique et social, dans sa formule précédente, et je vais y retourner dans sa formule nouvelle, pour partager avec eux la réflexion sur ces sujets, en amont et au moment du dévoilement des lignes directrices de nos rapports et de la suite, parce il faut qu'il y ait un aval. Voilà comment nous travaillons. Et c'est pour nous très, très gratifiant de conduire cette réflexion-là et de la partager. Je rapporte au président de la République. C'est au président de la République que je soumets les orientations que nous avons définies. Vous savez tout. S'il y avait un verre d'eau, je serais le plus heureux des hommes. Nous allons vous trouver ça tout de suite. Un grand merci en tout cas, monsieur le commissaire, pour ces propos qui démontrent le lien qu'il y a entre, vous l'avez souligné, nos travaux et la réflexion que vous avez conduite et que vous continuez à conduire. Peut-être pour lancer l'échange et le débat, vous posez une question qui reprend un petit peu votre propos introductif, peut-être un peu une question que je qualifierais de philosophique. Nous avions ici même, il y a quelques mois, l'occasion de recevoir Éric Orsena. Et s'agissant de ce que vous évoquiez sur la culture de l'instant, de l'immédiateté, qui a des conséquences lourdes en termes d'action publique, de prise de décision, Éric Orsena nous disait il faut que nous réapprenions le temps long. Réapprendre le temps long pour aussi permettre d'avoir cette prise de recul nécessaire en matière d'action publique pour mieux éclairer nos choix à l'avenir. Et la première question que je souhaitais vous poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas finalement dans la planification, dans le plan, une capacité à réapprendre ce temps long dans la mesure où ce qui est anxiogène, et vous l'avez évoqué notamment avec la crise sanitaire, à travers de ce qu'ont pu vivre, vous parliez de la démographie, nos concitoyens, et ce caractère anxiogène de cette crise qui finalement n'invite pas au temps long. Et donc, est-ce que la planification, c'est pas aussi une façon de donner à voir à nos concitoyens ce qu'il y a à horizon 10, 20, 30 ans, et peut-être quelque part à les rassurer sur leur avenir, sur ce qui les attend, et de vivre quelque chose qui est moins anxiogène. Monsieur le Président, c'est exactement à ça que ça sert. C'est exactement ça. C'est exactement ça parce que vous soulignez à très juste titre que habituellement, les gouvernants et nos concitoyens considèrent le temps long comme inquiétant. Ils voient des dérives, pour ne pas dire des dérivés de la situation actuelle comme une menace. Moi, je considère que la préoccupation du temps long, au contraire, doit être rassurante. C'est par le président de la République répète à l'envi que le problème de notre pays et de notre société, c'est retrouver le contrôle. Mais on ne peut pas retrouver le contrôle si on se focalise sur le lendemain, sur l'immédiat. Le contrôle, ça suppose qu'on identifie
les problèmes, les difficultés de l'avenir et qu'on se propose une stratégie pour y répondre. Pas besoin d'insister auprès de vous sur le fait que les questions stratégiques sont pour moi des questions vitales. Quels moyens, quelles capacités, sur quel levier pouvons-nous appuyer pour que l'avenir soit le meilleur possible? Encore une fois, les questions énergétiques, par exemple, supposent, entre le délai d'étude, le délai de réalisation, suppose 20 à 25 ans. Ce qui veut dire que si on ne prend pas les décisions qui s'imposent dès après 2022, vous comprenez que j'ai peu d'espoir qu'on les prenne avant 2022. Je ne sais pas pourquoi cette date me paraît une date peu propice au débat. Mais je pense que le débat de l'élection présidentielle doit porter en particulier sur les décisions qu'on doit prendre sur ces sujets-là. Et que pour une fois, on ne les élude pas. Eh bien, c'est maintenant qu'il faut qu'on prenne les décisions nécessaires. En se posant des questions qui sont des questions, pour moi, traumatisantes. Comment la France a-t-elle perdu un certain nombre de ses capacités et de ses compétences technologiques en matière d'énergie, par exemple? Au fil de l'eau, on a laissé s'échapper ceux qui étaient parmi nos biens les plus précieux. Et ce n'est pas le seul secteur, mais c'est le secteur le plus significatif. Encore une fois, c'est par dizaines qu'on a construit des réacteurs nucléaires dans les années, à la fin des années 70 et dans les années 80. De même que vous avez sur vos murs des constructions, c'est quoi, c'est un Airbus remarquable. Je reviens un instant sur cette idée de reconquête. Quand on prend l'étude de notre déficit du commerce extérieur, alors on s'aperçoit qu'il y a des productions qui ne sont pas à notre disposition. Hier, nous discutions ensemble, le café, bon, c'est un déficit qui est contraint par les conditions climatiques, agricoles, etc. Mais nous avons 30 milliards, je crois, de déficit en équipement de la maison. Quand on est capable de produire des satellites, des fusées, des avions parmi les meilleurs du monde, des voitures, des sous-marins nucléaires. Un sous-marin nucléaire, c'est dans un tube de 100 mètres, une ville, une base de lancement de fusées et une usine de production d'électricité nucléaire dans un tube. Quand on est capable de faire ça, quand on maîtrise, quand on est un des meilleurs pays du monde sur les questions d'algorithmes, comment est-ce qu'on est exclu de productions entières qui sont des productions, comment on peut dire, plus basiques en tout cas. Quand on sait faire les meilleures turbines du monde, chez moi, comment se fait-il qu'on ne soit pas capable de faire une machine à laver? Ces questions qui ont l'air rétrogrades, pour ne pas dire réactionnaires, aux yeux de certains qui ont renoncé depuis très longtemps, ou qui ont conseillé qu'on renonce depuis très longtemps à ces choses-là, sont pour moi des questions extrêmement préoccupantes. Et on va essayer de les étudier pour produire des faits, pour mettre en évidence des faits. Merci.
j'ai une série de 5 questions, donc je vais passer la parole à nos collègues en les invitant peut-être à la concision pour que le commissaire puisse... Ceci est un message subliminal pour moi, ne le prenez pas pour vous. J'essaie de traduire en français ce que... Non, pas du tout pour le coup, mais comme on peut être très prolixe, monsieur le commissaire, voilà, c'était plutôt à l'endroit de l'ensemble de nos collègues qui, j'en suis sûr, ont beaucoup de sujets à évoquer avec vous. Je vais passer tout d'abord la parole à Cécile Cukierman. Merci, monsieur le commissaire, pour cette présentation. Je crois qu'au-delà de la question de la sémantique, cela démontre en tout cas que oui, il y a besoin de planifier, d'anticiper. Chacun utilisera les termes et les références qu'il souhaite, mais de la même façon que vous l'avez montré à travers l'exemple de l'énergie, le pays... pour dans 20-30 ans ne se construira pas la veille de ces 20-30 ans, et bien évidemment cela doit s'organiser, être réfléchi, et parfois ça, tout en respectant le temps démocratique, en tout cas savoir le dépasser et ne pas rester contraint par celui-ci qui bien évidemment est un formidable temps d'énergie citoyenne, mais qui ne doit pas être, vous me permettrez l'expression, un empêcheur de tourner en rond. 2 remarques sur ce que vous avez évoqué, à savoir sur les secteurs de production. On n'ouvrira pas ici un débat politique sur le pourquoi nous en sommes là dans notre pays. La question est de ne plus en arriver là. On peut d'abord tout de même regretter que c'est effectivement une crise sanitaire qui nous fait démontrer à grande échelle, sur plusieurs secteurs, le retard et les difficultés de notre pays dans ce sens. Mais sachons justement nous en inspirer. Vous avez parlé de l'énergie, sachons anticiper aujourd'hui sur ce qu'elle sera demain. Est-ce que, oui ou non, nous laissons partir les derniers fleurons de notre pays qui permettent, j'ai aucun souci sur la diversité de la production énergétique, mais qui permettent en tout cas aujourd'hui de s'enorgueillir de pouvoir produire des panneaux photovoltaïques en France sans être forcément dépendant de la Chine. Si on continue de voir certaines entreprises fermer les fours de silicium et les entreprises qui produisent les panneaux être en difficulté, ce n'est pas à 20-30 ans que nous n'en produirons plus, c'est à quelques mois, voire quelques années. Donc comment est-ce qu'à un moment donné, nos politiques publiques dans leur diversité, sont réellement des accompagnateurs des différents secteurs de production. Et sur la question énergétique, je voulais revenir parce que bien évidemment il y aura besoin d'électrifier. Vous avez évoqué les voitures, on pourrait commencer d'abord par les chemins de fer. Encore un certain nombre de nos lignes ne sont pas électrifiées et on gagnerait là très fortement, y compris en matière environnementale. On se doit, je crois, aussi de réfléchir aujourd'hui, non pas dans une vision de décroissance, mais sur la question du logement. Nous pouvons tout à fait imaginer que dans 20-30 ans, on aura des logements qui seront moins consommateurs d'énergie, avec un confort meilleur cependant pour celles et ceux qui y habitent. La question n'est bien évidemment pas de revenir à la chandelle pour autant. Donc voilà, je voulais revenir sur ça parce que oui, il y a besoin de décider aujourd'hui des productions énergétiques, mais je crois qu'il y a besoin de décider aujourd'hui d'investir dans de la recherche. Je prends l'exemple du logement, mais c'est vrai pour toutes les chaînes industrielles d'ailleurs, de réfléchir aussi à des évolutions qui peuvent être moins consommatrices d'une énergie et aussi répondre de façon croisée, j'aurais envie de dire, à ce double défi. Je finirai sur la question de la natalité. Je partage, c'est avec un discours de toute façon, un état d'esprit en tout cas optimiste, parce que c'est pas qu'une question de discours que l'on incite à la natalité. Peut-être un discours politique d'ailleurs qui pendant de nombreuses années a tellement dit que certains s'enrichissaient avec les allocations familiales. On prend conscience qu'en fait, excusez-moi, mais avoir des enfants, ça a un coût. Ça a un coût et vous l'avez dit... La réduction du choix qui a été fait sous le quinquennat précédent de remettre en cause l'universalisme des allocations familiales est une erreur parce qu'il attaque en tout premier lieu les classes moyennes, on va le dire comme ça, qui sont également génératrices de dépenses dès lors qu'elles ont des familles avec plusieurs enfants. Mais ça a un coût aujourd'hui encore, et au-delà de la question des allocations familiales, sur quelle politique, oui, de la petite enfance. Moi, je suis frappée aujourd'hui dans un certain nombre de grandes villes de jeunes couples
où effectivement la question du deuxième, troisième enfant est posée. Deux couples, des couples, les deux personnes qui travaillent, on va prendre... et où effectivement la garde d'enfants devient un surcoût exorbitant parfois, pour ne pas dire... ou alors s'il est fait... il est fait au détriment d'autres choses qui semblent indispensables, parce que oui, les temps ont évolué et l'on souhaite pour ces enfants qu'ils puissent faire une activité sportive, culturelle, etc., faire des études. Et donc, bien évidemment, quand on souhaite que ces enfants fassent ces études, ça pose aussi à N plus 18, 20, la question de leur financement. Donc j'aurais envie de vous dire, voilà, sur le constat que vous faites en matière de natalité, quelle aussi réflexion, piste de réflexion, faire et proposer dès aujourd'hui, et pendant quelques années certainement dans leur réalisation, sur ces problématiques, je crois, à la fois de garde d'enfants pour la partie petite enfance, mais aussi sur l'accompagnement des coûts passés à un certain âge pour permettre cette poursuite d'études, et ainsi espérer en tout cas que ces enfants vivent mieux que soi-même, ce qui est aussi un des gages de l'optimisme dans une politique nataliste d'un pays. Merci, je passe la parole à Éric Bocquet qui est en visio. Oui, bonjour Monsieur le Président, Monsieur le Haut-Commissaire, merci pour ces propos introductifs. Une question très simple. Vous avez évoqué la nécessaire reconquête en matière économique notamment, mais quel rôle de l'État vous assigneriez dans cette perspective à 15, 20, 30 ans? Parce que j'ai quand même le sentiment que vous avez hésité à utiliser le mot ultralibéralisme, qui est peut-être excessif, mais quand même je pense que cette pandémie, c'est un peu l'aboutissement de 4 décennies. Moi, je repense à cette formule de Reagan lors de son discours inaugural en 81. Il nous disait « L'État n'est pas la solution, l'État, c'est le problème ». Et je pense qu'à l'échelle du monde, on a vécu avec ce dogme-là, avec toutes les conséquences concrètes en matière de choix politiques et économiques, privatisation, dérégulation, libérer les forces du marché, la main invisible du marché. Donc de moins en moins d'États qu'on a voulu confiner à ses fonctions régaliennes, justice, police, diplomatie, mais rien à faire dans l'économie. Or là, on semble redécouvrir avec force la nécessité d'un État. Loin de moi l'idée du tout État, on est revenu de tout cela, c'est évident, mais l'État a un rôle essentiel. Si l'État n'avait pas été là, effectivement, il y a 1 an, pour apporter son soutien, ses aides financières, sa capacité à emprunter sur les marchés financiers avec une aisance absolument remarquable, y compris à taux négatif, donc vive l'État dans son rôle de pilote. Alors quel rôle vous assigneriez, vous, à l'État dans cet esprit de reconquête, de pilotage, de l'État stratège par les services publics, par son implication dans les grandes entreprises que certains ont voulu marchandiser à des fins d'efficacité supérieure, nous disait-on. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas à la fin de cette période-là quelque part? Merci. Merci, cher Éric Bocquet. Vanina Paoli-Gagin. Bonjour Monsieur le Président. Monsieur le Haut-Commissaire, merci beaucoup de nous avoir exposé cet esprit de reconquête qui vous anime. J'aurais 2 brèves questions, une philosophique sur ce temps long. Comment peut-on faire pour que ces réflexions et ces perspectives d'action sur le temps long puissent survivre en fait au mouvement démocratique bien nécessaire et au changement de majorité successifs, parce que je pense que c'est une faiblesse pour notre pays. Vous évoquiez la Chine, on peut penser aussi à Taïwan qui a décidé il y a 20 ans d'être le champion du microprocesseur. Donc on voit bien que tous les pays, même tout petits, qui veulent se poser en leaders mondiaux sur des verticales industrielles ou technologiques, prennent ces décisions effectivement longtemps à l'avance, mais surtout gardent ce cap. Moi, mon problème, quand j'observe mon pays sur le temps long, c'est que le cap, on ne le garde jamais. Et vous faisiez un constat, et me semble-t-il, ça continue. Je crains de vous dire que ça continue. C'est-à-dire qu'en fait, on a une espèce de pathologie sui generis en France, parce qu'on a des inventeurs géniaux, on a des innovations géniales. L'ancêtre de l'Internet, c'est nous. La batterie lithium-ion est née sur une paillasse du CNRS. L'ARN messager, c'est français. Pourquoi n'avons-nous pas d'acteurs leaders, au moins européens, sur ces secteurs? On a un problème intermédiaire.
on a un problème de financement du temps intermédiaire entre ces innovations qui émergent et le temps où elles arrivent sur le marché. On ne peut pas... Aujourd'hui, moi, je vois des entreprises... L'ordinateur quantique peut être français. Il ne sera pas français, je pense, parce qu'on n'a pas de fonds d'investissement, même européen, qui ait des tailles et des poches suffisamment profondes pour financer ce genre d'innovation. L'amorçage sur une telle innovation, c'est plus de 20 millions d'euros. Et dès la deuxième année, c'est 80 millions. Pourquoi ? Parce qu'il faut aller débaucher des ingénieurs à Stanford, au MIT, etc. Et que c'est cette intelligence collective humaine qui va faire qu'on va pouvoir développer plus vite ce type d'innovation. Il y a les mêmes sujets sur le stockage de l'énergie. On a des entreprises de haute technologie qui sont extraordinaires, qu'on essaie de soutenir. BPI fait son boulot, etc. On a un problème d'échelle et on ne peut pas tout embrasser parce que qui trop embrasse mal étreint. Donc il y a un moment, il faut faire des choix. Il faut faire des choix. C'est la stratégie que vous évoquiez tout à l'heure. On ne pourra pas être bon partout, mais on a des pôles d'excellence dans de nombreux domaines. Donc j'espère qu'on va faire un travail d'amaigrissement, en fait. Et ensuite, qu'on va mettre vraiment le paquet, je parle très vulgairement, sur les 3-4 secteurs qu'on va avoir identifiés, les 10-15 innovations qu'on va estimer pouvoir être des innovations de rupture technologique, mais qu'il va falloir soutenir pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, avant qu'elles ne soient matures pour disrupter le marché. Merci. Merci. Philippe Dominati. Oui, monsieur le commissaire, monsieur le président, merci pour cet échange intéressant. Éric Bocquet, un peu comme à son habitude, a mis le feu, parce que je reprends ces termes. Ce qui m'a choqué, moi, c'est effectivement le fait que vous ayez peut-être posé les problèmes en disant que c'était à cause de l'ultralibéralisme, alors que moi, j'ai plutôt tendance à penser que l'État, c'est le problème. Et dans cette crise, on l'a très bien démontré, parce que les pays de tendance libérale, dans un premier temps, ont pris un temps de retard sur nous-mêmes, et puis par la suite, elles n'ont non seulement comblé ce retard, mais maintenant ils sont en avance dans la réaction vis-à-vis de la crise sanitaire. Et nous avons plutôt le sentiment, ou moi j'ai plutôt le sentiment, que les Français attendent tout de l'État. Je dirais presque du matin, le réveil, jusqu'au soir, et on les a habitués à une sorte de sécurité, d'assurance au risque, et finalement, l'État doit s'occuper de tout. Lorsque vous évoquez le secteur de l'énergie, l'énergie, c'est l'État depuis 40 ans. En réalité, EDF, c'est l'État, le nucléaire, c'est l'État, et les interrogations qui sont posées, c'est l'État. Les chantiers de l'Atlantique, c'est l'État. Et pourtant, on est obligé de les vendre ou de trouver des partenariats aux Italiens lorsque les Coréens n'arrivent plus à les assumer. La vente de Renault ou de Peugeot, soit à Fiat, soit interdisant le contrat Fiat, c'est encore l'État. En réalité, l'État se mêle de nos entreprises en permanence, et ce n'est pas l'intérêt des entreprises de définir l'intérêt général. C'est parce que le décideur, qui pourrait aussi bien utiliser le secteur public que le secteur privé, en réalité, compte essentiellement intervenir pratiquement dans le monde de l'économie en permanence, mais souvent avec un temps de retard, avec des contraintes, et puis surtout une fiscalité en partie pénalisante. Sur la crise sanitaire, en réalité, tout le secteur hospitalier, privé ou libéral n'a presque pas été sollicité. Et donc, c'est quand même quelque chose de frappant. Dans tous les départements, on est contacté, concerné par le secteur privé en disant « Moi, ça fait 1 an que je regarde, je suis au bord du trottoir, j'attends peut-être un jour des vaccins, je ne sais pas s'ils arriveront, je suis obligé de prendre mes patients et puis de les décommander. » En réalité, ça ne fonctionne pas. Lorsqu'on prend la Poste ou Amazon dans le confinement, eh bien heureusement qu'Amazon était là. Malheureusement, ce n'est qu'une société de service. Aucune société européenne n'a été en mesure de faire cette société de service. Tandis que la Poste, en réalité, c'est déficient. Mais on entend régulièrement de dire, au nom de la ruralité, il faut mon bureau de poste. Moi, je suis pour un bureau de poste s'il fonctionne. Mais comme il ne fonctionne pas, la plupart du temps, on a le colis d'Amazon. Alors, moi, je crains qu'en réalité, le commissariat au plan
très souvent, il ne peut fonctionner que s'il a une écoute, et que s'il a une écoute de la part de l'administration ou du pouvoir en place. Et donc, c'est très difficile, effectivement, pour une instance telle que vous l'avez définie, d'avoir cette force de crédibilité, puisque si on part du principe que l'État est trop présent dans l'économie française, eh bien, immédiatement, vous risquez d'être peu écouté, d'être mis à l'écart, etc. L'avantage que vous avez, c'est que vous êtes totalement indépendant. Vous l'avez expliqué, moi je suis un peu de l'avis de votre femme. Je trouve qu'en termes de crédibilité, vous aurez pu prendre par exemple 10% ou un quart des moyens qui avaient été accordés au haut-commissaire au plan à la pauvreté et à la solidarité, Martin Hirsch par exemple, vous auriez eu quelques moyens et là vous auriez été entendu. Et donc il faut cette crédibilité vis-à-vis de l'État ou de l'administration pour peut-être commencer par corriger tous les défauts que nous ont procurés dans la société française un État qui est quand même ultra-jacobin et qui, par son organisation administrative, date quand même d'un certain nombre de siècles. On n'a pas parlé du millefeuille administratif, de la dilution des responsabilités à tous les niveaux. Ça, dans une entreprise moderne, ça n'existe plus. Ça existe dans notre État. C'est sur ces sujets-là que moi, j'aimerais que la mission que vous avez, qui est évidemment importante pour le temps, puisse se focaliser un petit peu. Merci. Merci. Christine Lavarde. Oui, merci Monsieur le Président. Vos propos sur la démographie ont été relayés dans la presse qui a plutôt axé sur les constats et les préconisations que vous faites en matière d'immigration et sur le fait qu'il ne faut pas dire non à l'immigration si on veut pouvoir continuer à faire rien que le système d'équilibre de nos retraites. Moi, j'aurais plutôt voulu vous entendre sur les propositions que vous faites pour relancer la politique familiale en France. C'est un peu dans la suite des propos de Cécile Cukierman. Et il y a quelque chose qui me frappe dans le système actuel, au-delà des allocations familiales, c'est que notre système considère qu'un enfant jusqu'à 5 ans et 364 jours ne peut pas se garder seul et bénéficier. Toutes les familles bénéficient de dispositifs de crédit d'impôt. Le jour où il a 6 ans et 1 jour, il devient autonome, peut rentrer seul chez lui. Enfin, en tout cas, il n'y a plus aucune aide pour la garde d'enfants. Et je pense que cet élément, au-delà même de... Et là, ça touche toutes les familles, est vraiment quelque chose qui me semble... Enfin, c'est frappant. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas agir là-dessus pour justement favoriser? C'est-à-dire qu'on se focalise sur le très jeune enfant, la crèche, mais on ne va pas au-delà. Et un enfant, je suis désolée, mais à 6 ans et 1 jour, il n'est pas autonome. C'était une remarque. Et vous avez peut-être d'autres propositions. Bernard Fialaire. Oui, Bernard Fialaire, donc le Rhône et le groupe RDSE. J'ai 2 questions. La première, pour reprendre certains de vos propos aussi récents sur le système de protection sociale. On sait bien quand même que le budget de la protection sociale est supérieur à celui de l'État. On doit passer d'un système bismarckien vers un système de Beveridge. On sent bien que le grand projet du Conseil national de la résistance s'est fait à une période où pour avoir la retraite à 65 ans et une espérance de vie à 64 ans et demi, où on commençait à travailler à 14 ans et où il y avait le plein emploi, et qu'aujourd'hui, le système ne peut plus fonctionner. Alors moi, j'ai beaucoup de regrets sur, finalement, le premier pas avait été fait avec le premier point de CSG de Rocard, et j'ai beaucoup de regrets de la chronologie des mesures du président Macron qui, en augmentant d'abord la CSG avant les autres allégements, a quand même psychologiquement mis un gros frein sur ce glissement. Il faudra bien qu'un jour la santé et toute la protection sociale soit prise par l'ensemble des ressources, surtout celles qui sont les plus importantes, et pas simplement pénaliser le travail, dont on sait que, comme vous le dites, que le travail, c'est la recherche, c'est la richesse de notre pays, et c'est ce qui est le plus taxé. Donc ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est une réflexion qui va un peu à l'encontre de ce que vous aviez dit, qui était porté par même le sénateur Laffitte, un de nos prédécesseurs, sur le fait qu'il disait qu'il faut plutôt délocaliser
pour produire là où il y a de la main-d'œuvre, plutôt que continuer. Enfin, moi, je le vois sur mon territoire où on a énormément de fonderies. Si demain on crée encore des emplois et elles se développent, on est obligé d'aller chercher de l'immigration turque. Ou du Maghreb pour travailler. C'est-à-dire que certaines productions ne sont faites qu'avec des travailleurs immigrés, sauf lorsque les technologies sont suffisamment avancées qu'à ce moment-là, on est dans la recherche, développement et des emplois plus propres et ingénieurs. Mais sinon, on le fait. Et est-ce que c'est un progrès de l'humanité que d'aller déplacer des populations pour venir travailler avec tous les problèmes qu'engendre de culture, d'acceptation, des choses comme ça. Et puis toute petite dernière réflexion aussi sur la baisse de la natalité. On parle des aides. Il y a aussi un des facteurs qui intervient beaucoup, c'est quand même le coût du logement. Lorsque vous augmentez une famille, vous avez besoin d'agrandir. Et on est dans un pays où c'est, à mon avis, presque disproportionné le coût de l'habitat dans notre pays. Et ça aussi, c'est un frein général d'ailleurs dans différents problèmes. Enfin, je salue la vertu de votre bénévolat et je ne vous conseillerais pas d'être financé par du privé pour que l'État ne se mêle pas trop de vos affaires. Je trouve que c'est... Merci. 2 dernières interventions. Julien Bargeton. Bon, bonjour à toutes et à tous. Bonjour monsieur le haut-commissaire. Je ne vais pas revenir dans le débat idéologique que nous avons eu. Quelques questions rapides. Comment vous voyez l'impact des transitions en cours et notamment y a-t-il pour vous ou pas un décalage sur la génération? Je pense bien sûr à l'urgence écologique, la transition écologique. Je pense évidemment à la transition numérique. On a beaucoup d'études sur le temps passé derrière les écrans. Quel va être, selon vous, l'impact de ce temps passé derrière les écrans par les jeunes, notamment, puisque c'est un sujet parfois de préoccupation, de régulation, mais pas seulement, de changement du monde. Et de même, sur les transitions démocratiques, on voit bien que pour les jeunes générations, le vote n'épuise pas la respiration démocratique souhaitée. Finalement, il y a peut-être d'autres façons de porter des combats. On a tout ce débat d'ailleurs avec la conférence citoyenne sur le climat, le référendum, l'utilisation aussi du numérique pour voter dans certains pays comme en Estonie, etc. Donc comment vous voyez sur le temps long la différence ou non entre générations sur ces grandes transitions écologiques, numériques et démocratiques, pour ne citer que ces 3-là. Merci beaucoup. Céline Boulay-Perronnier, puis il y aura quand même une dernière question qui s'est rajoutée de Sylvie Vermeillet. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Haut-Commissaire. 3 questions rapides. La première, est-ce qu'il faut, vous avez passé la première partie de votre introduction à parler des politiques en matière de santé, donc est-ce qu'il faut penser ces politiques en intégrant de futures crises sanitaires, et notamment les moyens, et je pensais au nombre de lits de réanimation dont on dit qu'il ne faut pas forcément les augmenter énormément compte tenu de leur coût, puisque cette crise ayant été exceptionnelle, il n'y en aura pas forcément d'autres. Et vous avez parlé du fait vous-même que cette crise avait révélé des crises beaucoup plus structurelles, et notamment notre dépendance. La deuxième question, comment voyez-vous évoluer la famille, et notamment l'éducation à 20 ou 25 ans, lorsque les réseaux sociaux prennent souvent aujourd'hui le pas sur l'éducation, et ça rejoint un peu ce que vous disiez à l'instant, Julien Bargeton. Et enfin, troisièmement, est-ce que la politique est définitivement l'ennemi d'une vision réellement prospective, et je pense notamment à la question du quinquennat, puisqu'on a vu que dès lors qu'un quinquennat a été percuté par une crise endogène, ça a été le cas du quinquennat de Nicolas Sarkozy, par exemple, avec la crise des subprimes, et celui-ci avec la crise du Covid, est-ce qu'il est possible pour un président de la République d'avoir une vision de long terme et engager une véritable vision prospective dans un temps politique qui est extrêmement contraint? Voilà, je vous remercie. Merci. Et enfin, pour conclure cette série d'interventions de questions, Sylvie Vermeillet. Oui, bonjour Monsieur le Président, bonjour Monsieur le Haut-Commissaire, et merci pour votre exposé très très intéressant. J'ai 2 questions rapides et très différentes. La première, évidemment, vous exposez l'intérêt de la souveraineté nationale. Alors un petit peu à l'opposé, j'aimerais que vous reveniez un petit peu sur
le degré de menace que représentent pour vous les pays étrangers. Voilà, on comprend bien l'intérêt de cette souveraineté, mais qu'est-ce que la crise a révélé de particulièrement menaçant vis-à-vis de pays comme la Chine ou les États-Unis? Vous nous avez pas trop parlé de ce contexte international et des rapports de force qui changent. Et ma deuxième question porte sur l'intérêt de la gestion de l'eau. Vous l'avez à peine évoqué. Il me semble que c'est un enjeu absolument majeur. Est-ce que l'État va prendre toute sa place et va impulser une véritable politique de gestion de l'eau dans notre pays? Il me semble que en ce moment, ce sont plutôt des initiatives locales, territoriales qui sont prises et à l'évidence, il faut que ce soit l'État qui impulse une organisation nationale, sans même parler, puisque la crise sanitaire a révélé des besoins d'organisation particuliers, notamment avec l'Agence régionale de santé. Si demain nous avions une pollution de l'eau, je ne pense pas que l'Agence de l'eau soit en mesure de nous permettre de répondre à la crise. Voilà. Mais d'une façon très transversale, la gestion de l'eau, le drainage, le stockage, etc., est-ce que l'État va prendre toute sa place et son degré d'impulsion sur cette politique? Merci. Merci. Après ce foisonnement de questions, de réflexions, de positionnement, je vous cède à nouveau la parole, monsieur le haut-commissaire. Ouais. Je vais répondre chronologiquement. J'aurais pu rassembler des questions, mais je veux suivre l'ordre des prises de parole. Cécile Cukierman, sur les technologies en matière d'énergie renouvelable, moi je crois que nous avons en effet une carte à jouer. Je vais reprendre exactement ce que vous avez évoqué sur les panneaux photovoltaïques. Premièrement, la question des panneaux photovoltaïques, c'est la question des cellules photovoltaïques. Et la question des cellules photovoltaïques, c'est la question de la fusion du silicium, de l'énergie immense, je sais pas, des torches à plasma qu'il faut pour faire fondre le silicium pour produire, créer des cellules photovoltaïques. Si l'énergie que vous utilisez pour obtenir la fusion du silicium est une énergie carbonée, alors vous avez évidemment un bilan carbone qui est amoindri. Des années de production sont nécessaires pour rééquilibrer. Alors j'ai lu tous les chiffres, donc, mais Jancovici est venu devant vous, je crois, en parler, Jean-Marc Jancovici, et je partage ce sentiment. En revanche, nous, Français, nous pouvons obtenir des cellules photovoltaïques performantes dont nous pouvons garantir que l'utilisation d'électricité pour obtenir la fusion du silicium est décarbonée. Et c'est une réflexion qui s'applique aux cellules photovoltaïques, mais qui s'applique, on est en train de travailler sur ce sujet, à une grande partie des industries de production. Le jour où on considérera que l'élément de la production d'énergie nécessaire doit être décarboné, alors nous deviendrons attrayants pour un grand nombre de producteurs à la recherche des standards qui sont ceux de l'abaissement de l'émission des gaz à effet de serre. Et à l'échelle de la France, ça peut être extrêmement intéressant. De même que la recherche est intéressante, il se trouve que nous avons à Pau, qui est une ville dont l'université est spécialisée en particulier dans les questions énergétiques, qui est labellisée ICIT sur ces questions-là. C'est une des 8 universités françaises labellisées ICIT sur ces questions-là. Nous avons des laboratoires qui travaillent sur les cellules, sur les
les panneaux photovoltaïques de la génération ultérieure, qu'on appelle organique, et dont le bilan carbone est absolument négligeable. Il faut 7 jours, je crois, de production pour rembourser le bilan carbone Mais même si c'était un mois, il n'y aurait pas de problème. Et l'avantage de ces panneaux, c'est qu'ils peuvent être aussi placés à l'ombre. Ce qui veut dire que sur les façades des maisons, on pourrait avoir des surfaces de production d'électricité photovoltaïque. Alors, le rendement au mètre carré de panneaux n'est pas le même. Ça doit être aujourd'hui un facteur 3 à peu près. Mais si le coût de l'équipement et la surface est plus grande, alors on arrive à une meilleure... Et puis ça peut être doublé d'isolation des maisons, comme vous l'avez à très juste titre indiqué. La capacité de production des panneaux photovoltaïques dans une démarche qui est une démarche décarbonée, c'est un grand atout de notre pays. Et on pourrait imaginer que ce soit à proximité de réacteurs ou de centrales qu'on puisse obtenir cette production. Vous dites chemin de fer, il va falloir électrifier. On peut aussi se servir de l'hydrogène. Vous savez qu'Alstom est en train de préparer un train... Ça n'a pas démontré toute son efficacité en altitude. Pardon ? Ça n'a pas encore démontré toute son efficacité pour les lignes à forte pente en montagne. Je vous donne acte. Le responsable de la principale collectivité du Pau-Canfranc peut absolument vous donner raison sur ce sujet. Donc on en parlera. Mais je veux dire simplement que les technologies... on ne doit pas se limiter devant les mutations technologiques possibles. On doit les intégrer à la réflexion stratégique. Enfin, sur l'universalisme des allocations familiales, je ne peux que vous donner raison. Je partage absolument votre sentiment. Alors, il y a un point qu'il faut avoir en tête, je ne sais pas si je l'ai dit, qu'il faut avoir en tête quand on parle de démographie. Il y a beaucoup d'éléments qui sont inquiétants, qui vont plutôt dans le sens d'un affaiblissement, d'un fléchissement. Il y a un élément positif, c'est que quand on conduit une enquête auprès des parents et auprès des mères de famille, quand on conduit une enquête pour leur demander combien d'enfants ils voudraient, la réponse est un enfant de plus que le nombre de celui qu'ils ont. Ceux qui en ont un en voudraient 2, ceux qui en ont 2 en voudraient 3, et on a un décalage ainsi entre le souhait et la réalité. Et vous avez tous insisté sur la petite enfance, l'accompagnement, les aides à l'enfance et les aides familiales. Je crois que la clé est là. Mais elle est d'abord dans l'optimisme du pays, ou dans la capacité de retrouver une vision qui soit une vision assumée et optimiste du pays. On y reviendra dans une seconde. Alors on a eu une discussion très intéressante sur le rôle de l'État, et de manière totalement inattendue, Éric Bocquet et Philippe Dominati n'étaient pas du même avis. Et donc ça m'a rappelé des jours plus anciens. Et moi, je crois que vous avez tous les deux raison. Et ça n'est pas pour faire du en même temps. Je vais essayer de le prouver. Est-ce que l'État marche bien aujourd'hui ? La réponse est non. À mes yeux, non. Autrement, on n'aurait absolument pas les résultats qu'on a obtenus. L'espèce de dérive. J'ai dit l'État a dérivé en administration et l'administration en bureaucratie. Je suis frappé de voir ça. Et je pense que quand le président de la République se bat, parce que sur ce sujet, il se bat. Je veux dire, il n'obtient des décisions qu'au terme de batailles, y compris internes au sein de l'État, qui ne sont pas négligeables.
ou qui ne sont pas faciles. C'est un engagement assidu de sa part. L'État aujourd'hui, on le voit dans les résultats, n'a pas apporté à la France les résultats qu'on était en droit d'espérer. Parce que il y a eu une dérive des esprits, et je soutiens que la réforme de l'État est bienvenue de ce point de vue-là. Il y a eu une dérive des esprits. L'État s'est spécialisé dans la production de normes, dans le contrôle et dans la sanction. Mais il ne fait pas son travail, qui est le travail de soutien à la société, de soutien aux initiatives, de soutien aux entreprises, d'indulgence lorsque elles ont mis le pied sur la ligne de touche. Dieu sait qu'on en a parlé de la deuxième chance, de la troisième chance, c'est pas fait du tout. Le caractère de perpétuelle production normative de l'État est, de mon point de vue, quelque chose qui freine les initiatives. Il suffit de voir combien de temps il faut en France pour obtenir une autorisation pour un établissement classé. Il faut entre 18 et 24 mois, alors que chez tous nos voisins, il faut 6 mois. Ce n'est pas des chiffres en l'air que je donne, c'est la réalité des choses. Et donc cet État-là, je donne sur ce point raison à Philippe Dominati, il n'est pas en soutien comme il devrait l'être. Des initiatives, des inventions, de la créativité de la société française. En revanche, je suis absolument acquis à l'idée que l'État pourrait avoir un autre rôle, et là, je suis plutôt bocquetiste. Bocquetiste, kuckermanien, enfin tout ce que... et ça surprendra sans doute, mais parce que je pense que l'État pourrait être stratège et fédérateur. Il pourrait rassembler les capacités de la société française, d'entreprises privées et de grandes entreprises privées, pour qu'on se fixe ensemble des buts à atteindre. Et sur ce point, je suis vraiment en désaccord avec Philippe Dominati quand il dit « ce n'est pas le rôle des entreprises de s'inscrire dans l'intérêt général ». Ben si, c'est le rôle des entreprises aussi. C'est le rôle des citoyens, c'est le rôle des entreprises. Je me suis mal exprimé. Voilà, encore faut-il que nous ayons la volonté de définir un intérêt général. Et ça, c'est le rôle de l'État, stratège et fédérateur. Et si on avait rempli ce rôle, alors j'ai été très intéressé par l'intervention de Madame Paoli-Gagin. Si on avait rempli ce rôle, alors Internet n'aurait pas filé. Nous l'avons inventé. Ce sont des Français qui ont inventé Internet. Et on peut faire entre nous, je sais que ça suscite des sarcasmes. Le Minitel, c'était génial. On a créé le premier réseau au monde numérique. Alors que se passe-t-il ? Et après, il y a quelque chose d'absolument vrai dans ce que vous avez dit, c'est que l'incapacité à fixer des buts qui survivent aux alternances est une faiblesse. Et c'est la raison pour laquelle je suis, alors là, pas comme commissaire au plan, mais à titre de citoyen, je suis extrêmement insatisfait du fonctionnement de nos institutions. Sur un point, si la mécanique classique du fonctionnement démocratique, c'est tous les 5 ans on renverse tout et on passe de l'autre côté et on abandonne tous les projets, c'est ça la vérité. Hein ? Chaque ministre croyant naïvement qu'il apporte quelque chose qui n'avait jamais été abordé avant lui et qu'il va... vous connaissez le discours parce qu'il est tenu devant chacun d'entre vous. Le fait qu'il n'y ait aucune continuité, y compris dans leur représentation, je parle de l'Assemblée nationale et pas du Sénat, c'est une faiblesse française.
C'est la raison pour laquelle, comme citoyen, comme vous savez, je soutiens une loi électorale qui soit une électorale plus juste, de continuité et de consensus, enfin, générant des consensus, ou capable de générer des consensus. Ce perpétuel basculement d'un bord sur l'autre, qui fait que ça fait partie des faiblesses, que la haute administration considère que le pouvoir politique, ça passe, mais que ceux qui restent en place, c'est les hauts fonctionnaires. Que donc il suffit d'attendre un peu. Hein, assieds-toi sur le bord de la rivière et tu verras passer le cadavre des réformes oubliées. C'est comme ça que ça se passe. Et il y a là une faiblesse absolument considérable parce que ça nous empêche aussi d'entrer dans le long terme. Et donc, comme vous voyez, j'imagine, je vois un autre mode de fonctionnement dans lequel on ait plus de stabilité et moins de dépendance à l'exécutif, pour simplifier. Je veux dire, l'exécutif a son rôle plein et entier. D'ailleurs, il n'arrive pas à le remplir parce qu'il se trouve devant des obstacles perpétuels, souterrains, secrets, implicites, jamais explicités, mais qui font qu'on n'y arrive pas. Et donc, alors, à toutes les questions qui touchent à la reconquête, oui, moi je pense qu'il faut, vous parliez de fonds pour la recherche, il faut avoir une capacité d'investissement de long terme. Et c'est l'idée de ce plan Marshall pour la reconquête, qui n'est pas de l'argent perdu. C'est pas de la subvention. C'est... moi, je suis très frappé quand je vois la Chine. Qu'est-ce qui domine quand on regarde les grands mécanismes d'investissement réciproque entre la Chine et l'Europe? C'est très simple. Vous ne pouvez pas investir en Chine sans faire de joint venture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une chose très simple, c'est vous pouvez produire chez nous, mais nous aurons une part de l'innovation, de transfert de technologie. Nous aurons toute la propriété intellectuelle. Et nous, en face, nous sommes dans une espèce de naïveté mercantile qui fait que c'est très très mal vu d'imposer des prescriptions ou des précautions de cet ordre. Et je suis en désaccord, mais radical, avec cette naïveté intéressée. Et donc, oui, je pense que nous avons une politique à produire de ce point de vue-là, qui fasse que nous défendions nos propres chances et nos propres armes. Alors, Madame Lavarde, elle est partie, mais je vais quand même lui répondre. Il n'est pas vrai que j'ai jamais pensé qu'au problème de natalité, la solution était dans l'immigration. Jamais. Je ne crois pas ça. Pour tout un tas de raisons. La première est numérique, enfin arithmétique, bêtement arithmétique. Combien y a-t-il de femmes en âge d'avoir des enfants en France entre 8 et 10 millions? Et si vous rapportez ce chiffre à l'immigration, alors il faudrait des vagues d'apport de population pour essayer de rétablir ça. Je ne crois pas ça une seconde. Je crois que c'est un leurre pour les uns et un fantasme pour les autres. Je pense que la question de la démographie est dans l'harmonie d'une société, et autant je pense qu'il faut avoir une attitude constructive quand on voit les apports successifs de population qui ont eu lieu en France.
Et je crois qu'il peut y avoir demain un équilibre de la société, y compris avec des apports limités ou en tout cas régulés et réfléchis. Je ne crois pas du tout à ce que les Allemands ont fait, c'est-à-dire accepter d'un seul coup 1 million de personnes parce que le patronat allemand avait dit qu'il fallait 1 million de personnes pour des main-d'œuvre en plus qui ne trouvaient plus de main-d'œuvre. Ça, pour moi, si ça se produisait en France, étant donné la situation psychologique du pays et les tensions, je pense que ça ferait des dégâts considérables qui produiraient du déséquilibre, et le déséquilibre produit de la dénatalité. C'est-à-dire exactement le contraire. Parce que si vous êtes dans une société dans laquelle les tensions se multiplient, alors les éléments d'un fléchissement de la démographie sont réunis. Donc je ne pense pas ça. J'ai au contraire décrit dans le rapport le fait que oui, il fallait une attitude... il y a aujourd'hui, disent les rapports, quelque chose comme entre 15 et 20% de la natalité qui est due à des femmes issues de l'immigration. Alors qu'il y a entre 10 et 15% de... Donc le taux de fécondité est un peu plus haut, mais ça ne change pas les grands nombres de... Donc je ne pense pas ça. Je pense au contraire que, comme pour tous les problèmes qui se posent à la France, la réponse, elle est en nous. Les difficultés que nous rencontrons, les défis qui se présentent devant nous, la réponse aux questions qui nous sont posées, elle est en nous. Et si nous pensons que c'est d'ailleurs que nous devons la recevoir, nous nous trompons du tout au tout. Ça, c'est ma manière de voir les choses. Elle a raison, Madame Lavarde, sur la rupture entre 5 et 6 ans. Je viens de parler des déplacements de population à Bernard Fialaire. Moi, je ne crois pas. Vous avez posé les problèmes exactement dans les termes où on nous les pose depuis 30 ans ou 50 ans. Comme si la limitation à notre appareil de production était dans la main-d'œuvre, dans la disponibilité de la main-d'œuvre ou dans le coût de la main-d'œuvre. Et ça n'est, à mes yeux, aujourd'hui, que marginalement vrai. Parce qu'on est devant un basculement des processus de production dans le monde. Et ces processus de production sont désormais directement, et Julien Bargeton retrouvera là sa préoccupation, directement dépendants de la révolution numérique.